Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 14 novembre avec vous pour commenter l'actualité dans ce 10h midi. À 11h30, je recevrai Patrick Sébastien. Ça va swinguer. Voilà, on va faire tourner. Mais pas que. Voilà. Pour commenter cette actualité, Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Vous êtes journaliste également à l'Hémicycle. Bonjour. Jérôme Dubume, vice-président de France-Israël. Bonjour à vous. Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques. Salut et fraternité. Et voici le nouveau qui va sortir. Quand la France déchaînera le brûlot de l'année. Avec une... Alors, il est à l'impression. Bon, et c'est chez qui toujours la Fond Presse? Oui, c'est la Fond Presse, oui. Très bien, bon, on a hâte de le lire. Et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment revenir sur l'hommage aux victimes du 13 novembre, le retour de Boualem Sansal. Je vais revenir et on va gagner. Alors est-ce que les relations avec l'Algérie peuvent se normaliser? Est-ce qu'on doit le souhaiter? Peut-être oui, mais à quel prix? Le ministre du Travail qui trouve qu'on ne fait pas assez d'économies, et toujours Emmanuel Macron qui veut réguler les réseaux sociaux et qui n'exclut pas de quitter X, c'est ce qu'il a dit à Toulouse avant-hier. Commençons peut-être par l'hommage hier aux victimes du 13 novembre. Alors je dois faire un mea culpa parce qu'on avait eu une petite polémique, vous savez qu'on aime quand on avait lu les déclarations de l'organisateur qui évoquait un spectacle de drone. En fait, il n'y a pas eu de spectacle de drone, il y a eu des drones effectivement qui ont composé Fluctuette, Netmergie Tour, et j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était plutôt assez émouvant, assez réussi, à part le discours du président de la République que j'ai trouvé pas tous. trop. Enfin voilà, on voit qu'il a pris des cours de théâtre et qu'il veut nous le montrer. J'ai trouvé ça un petit peu surjoué et un petit peu dommage. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, moi quand je l'ai entendu, j'ai dit oh là là. En fait, c'est la fin d'un cycle. Il se caricature même parfois. C'est ça qui est dommage parce que ce qu'il dit évidemment est intéressant, mais il est dans l'emphase. Alors il a une prof de théâtre à la maison, donc ce qui explique peut-être qu'il suit des cours en permanence. Mais c'était un peu too much. Mais j'ai trouvé. Moi, j'ai eu la chance d'y être. Donc, enfin la chance entre guillemets. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie, très bien organisée. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de faute de goût. C'était même d'un très bon goût, avec un public qui est un public un peu spécial, puisque c'était le public survivants du Bataclan, qui sont des rockers. Donc la cérémonie était autour du rock, et moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de fausses notes, que c'était plutôt bien organisé, et que au fond chacun a joué sa partition. Alors bon, on peut considérer que le président était un peu emphatique, mais ça c'est son habitude. De plus en plus. Moi, ce qui m'a réjoui dans cette tristesse hier, d'abord c'est évidemment cette communion qu'il y a entre les survivants. C'est très impressionnant de voir quelle est la communion qui existe entre eux. Il y a vraiment une solidarité, etc. Et puis alors, ça je fais un petit peu d'humour noir dans cette commémoration, c'est que c'était la dernière grande commémoration de Madame Hidalgo en tant que maire de Paris, et ça moi je m'en réjouis largement. Mais au-delà de l'emphase, le discours malgré tout, moi qui m'a un petit peu irrité, c'est les fleurs, les bougies, le cœur est plus grand que la haine, etc. Et il y a quand même des questions à se poser sur les responsabilités. Et sur, je ne sais pas si vous avez vu, allez le voir sur les réseaux, Sophia Aram hier, qui disait s'il y a 10 ans, on m'avait dit tout ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire cette percée de l'islam politique dans notre société, ce qui s'est passé à l'Assemblée avec ces fillettes voilées, enfin, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été réglées. Donc les fleurs, les bougies, la communion, oui, mais... Non, mais hier, c'était pas le moment. Enfin, je veux dire, on peut se poser la question ce matin, hier soir, évidemment, tous les jours, on doit se la poser, mais hier, c'était la cérémonie de commémoration. Il y a quand même le président a parlé d'islamisme. Victimes. Oui, il a prononcé une fois le mot islamisme. Oui, mais il a dit, on a tendance à l'oublier parfois quand on en a parlé depuis ces dernières semaines. Jacques Miard. Oui, moi, alors, pour rien vous cacher, sur la ville de Maisons-Laffitte, nous avons mis sur la grille de la mairie des fleurs pour Suzon. Suzon habitait à Maisons-Laffitte, elle a été assassinée au Bataclan. Mais je n'ai pas entendu le président de la République pour la bonne et simple raison que j'avais un conseil communautaire de l'agglomération et que je ne l'ai pas écouté. Donc je ne vais pas... S'il était emphatique, même si notre ami Jérôme le dit, en son habitude,
c'est vrai qu'on a l'habitude de l'entendre emphatique et de mettre un peu de pathos. Eh bien, il est fidèle à lui-même, et s'il est fidèle à lui-même, nous le combattrons, et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Patrick Vignal, vous avez vu, vous, cet hommage ? Oui, écoutez, moi j'ai trouvé d'abord beaucoup de solennité, oui. J'ai trouvé aussi de l'énergie, oui. J'ai trouvé que les gens étaient dignes, que les gens voulaient avancer. Bon, après le discours du président, on est habitué, il a toujours été dans cette forme de théâtralisation. Et après, il est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, on vit des heures difficiles. Vous avez vu ces 3 gamines qui ont été arrêtées pour un attentat. Vous savez, oui. Moi qui ai visité les prisons de France, on se rend compte que oui, il y a un vrai boulot à faire sur l'éducation, les réseaux sociaux. Donc, on n'est pas sorti de ce climat anxiogène, et j'espère qu'on mettra encore plus les moyens pour lutter contre ces zones d'ombre, contre ces femmes et ces hommes qui veulent tuer la République. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il évoque Sonia, dont on a parlé ici. Alors, ce n'est pas son vrai nom, c'est celle qui a permis de localiser Abaoud, le cerveau des attentats du 13 novembre, et son geste a permis de sauver des vies, puisque d'autres attentats étaient prévus. Et je vous conseille de regarder sur France 2 cette fiction documentaire qui lui est consacrée, qui est vraiment formidable, qui raconte tout le processus de son, avec les difficultés qu'elle a eu à faire comprendre qu'elle était au courant. Et le président l'a évoqué, hein, et je trouve, et j'espère qu'il va l'aider, parce que ici même Mehdi Raïch avait évoqué sa situation extrêmement difficile. Elle est interviewée dans Le Parisien d'ailleurs, je vous recommande si vous la retrouvez, et elle disait combien c'était difficile, et surtout ce qui m'a impressionné, et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Bien sûr que je le referai, c'est indispensable. Et ce côté citoyen, je crois que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans notre société, cette capacité à se dépasser et à s'engager pour tous. Parce que sa vie est foutue, elle a été obligée de disparaître, elle est protégée. J'ai envie de rire et d'avoir de légèreté, voilà ce qu'elle disait en substance dans son interview, là où elle est obligée de rester un peu calfeutrée et coincée dans un appartement avec son mari. J'ai découvert qu'elle vit avec son mari, d'ailleurs dans l'interview elle en parle. Alors moi je dirais, j'ai une petite note d'optimisme quand même dans cette affaire, c'est que en 10 ans, Daesh et l'État islamique ont été détruits de manière militaire. C'est quand même un progrès. Ça a été fait par les forces occidentales, on peut le dire, hein, anglais, français, américains. Ça a été fait assez rapidement finalement, et ça prouve que lorsque on veut finalement lutter vraiment de manière extrêmement forte contre cette emprise islamique, on peut le faire. Et je crois que il faut le rappeler quand même. Jérôme, tu es trop optimiste. Non, j'arrête l'optimisme là, mais je vois là. Daesh est en train de revenir en force au Proche et au Moyen-Orient. Au Mali. Et donc, il est illusoire de dire que Daesh est mort. Non, j'ai pas dit que Daesh était mort. J'ai dit que l'État islamique, tel qu'il était il y a 10 ans, a été vaincu. Ça, c'est un fait. On peut pas le contester. En tant qu'État, oui. Mais l'idéologie est là, les réseaux sont là, absolument. Et la force, je dirais, de prosélytisme de l'islamisme intégriste et de Daesh pris globalement est toujours là, plus que jamais. Et c'est théorisé, bien d'accord. Et c'est théorisé en plus, c'est ça qui est flippant, c'est que c'est théorisé, c'est-à-dire comment prendre le pouvoir avec des moyens de communication, d'intégration dans des réseaux, de sensibilisation et tout ça. C'est théorisé, donc c'est vrai que moi c'est ça plus qui me fait flipper. C'est vrai qu'on a détruit militairement. Hollande d'ailleurs, on va envoyer les avions détruire à peu près tout assez rapidement. Assez rapidement, on peut lui reconnaître au moins ça, oui. Mais c'est vrai que aujourd'hui la guerre, c'est une guérilla quasi urbaine avec des cellules dormantes ou pas d'ailleurs qui sont partout, et c'est ça qui est flippant. Moi, je crains. Daesh s'est franchisé. Oui, absolument. C'est une manière de voir les choses. Jacques, on va se retrouver dans un instant, puis vous ferez votre coup de cœur pour nos policiers. Ça rejoint quand même aussi ce sujet du 13 novembre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est en retour avec vous pour ce 10h midi. Alors Jacques Miard, vous vouliez faire un coup de cœur pour nos policiers. Oui, je vais faire un coup de cœur parce que je me place là où nous sommes aujourd'hui, en novembre 2025. Et nous apprenons bien évidemment qu'encore récemment, des attentats ont été déjoués grâce au travail de nos policiers de la DGSI, de la DGSE.
ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre. Ce sont des gens qui ne vont pas sur les plateaux de télévision pour tonitruer et vanter leur propre mérite. Ils agissent dans l'ombre. Mais nous ne devons pas les oublier. Et les connaissant un peu, puisque j'ai participé et j'ai été actif lorsque j'étais député à la délégation parlementaire au renseignement, je tiens à dire qu'on a des gens qui sont des républicains, qui sont des gens qui défendent les intérêts et qui veulent protéger les Français. Donc je tiens aujourd'hui à leur dire ô combien nous les soutenons, même si nous ne les connaissons pas individuellement. Collectivement, nous les connaissons et je tiens à rendre hommage à ces policiers qui travaillent dans l'ombre, à ces agents de l'État, je dis bien de l'État, ce ne sont pas des barbouzes, ils sont contrôlés par la CNTR et donc il y a véritablement là des hommes qui méritent qu'on les mette au pinacle et qu'on leur dise merci, continuez le travail, la France vous soutient. Oui, vous avez raison. Ceux de la DGSI, ceux de la DGSE, et puis les hommes du RAID également qu'on voit, puisque ce sont les 40 ans du RAID qu'on célèbre cette année et qui témoignent avec leur cagoule. Et on a pu voir dans différents documentaires autour du 13 novembre à quel point ces hommes avaient un courage, une force exceptionnelle et une émotion aussi quand ils racontent. On voit comme ce 13 novembre les a profondément marqués. Le reportage de la BRI est remarquable. Je soutiens ce qu'a dit Jacques, évidemment, et j'applaudis des deux mains. Et ils étaient là hier pour un certain nombre d'entre eux. Tous ceux qui étaient intervenus lors du 13 novembre, évidemment, étaient là. Les gens de la BRI, les gens du RAID, etc. D'abord, ce sont des gens, des hommes tout à fait remarquables. Il y a aussi des femmes derrière, bien évidemment. Donc tout ça fait un bloc extrêmement solide, extrêmement cohérent. Et ce qui m'a frappé, c'était leur humanité. Ce sont des gens très humains. Ils étaient hier extrêmement humains avec ceux qui s'en sont sortis. Et on sentait qu'ils étaient très touchés aussi. Alors qu'on pouvait penser que finalement, ils étaient au-dessus de tout ça. Non. Moi, j'ai vu dans leur regard des gens extrêmement humains, extrêmement touchés par ce qu'ils avaient vécu et extrêmement entourés et entourant les gens qui étaient survivants. Qui étaient là. C'est pas les plus nombreux, la BRI, toutes ces brigades d'élite. Moi, je pense à tous ceux, parce que il y a la BAC, alors on leur reproche plein de choses, les policiers municipaux qui on prête tous les défauts de la terre. C'est vrai que non, parce que eux, ils ont été aussi touchés. Je vous rappelle que quand les deux, après Charlie, ils ont tué 2 flics sur le boulevard Richard Lenoir qui n'avaient rien demandé à personne, qui passaient par là malheureusement. Donc tout cela, c'est un hommage à tous ceux-là qu'il faut rendre. On va parler de Boualem Sansal, évidemment. La joie est immense après sa libération. Il s'est exprimé, il a parlé avec Noël Lenoir. Noël Lenoir qui raconte cet entretien qu'elle a eu avec lui, où elle parle d'un homme qui avait une voix joyeuse, qui avait une force incroyable. Elle sera tout à l'heure chez André Berkoff. Écoutez un extrait de cet entretien. C'est une grande victoire, je pense, pour tous ceux qui sont battus. Et je peux vous dire, on ne va pas, comme vous l'avez indiqué, polémiquer aujourd'hui, que ça a été très difficile pour certains d'entre nous, puisqu'on nous a fait savoir très souvent par divers canaux qu'on allait trop loin et qu'il fallait être patient et discret. Donc, en fait, je crois que c'est une grande victoire pour Boualem d'abord, parce que c'est un homme courageux. C'est pas seulement des mots, c'est pas seulement un écrivain. C'est quelqu'un qui fait face. Voilà, qui fait face et qui a déclaré je reviens et il va revenir en France demain. Dans les jours qui viennent. Là, il est à Berlin. Et là, il est à Berlin et il est soigné à Berlin. Jacques Miard, sur cette question autour de la diplomatie qui est extrêmement complexe. Alors, je vais vous dire, je vais peut-être tenir des propos qui vont ramener. Il faut savoir, c'est pas tout à fait étonnant que l'Algérie, que Tebboune se soit adressé. C'est vrai qu'il a été soigné donc en Allemagne, donc de ce côté-là, il est vrai qu'il y a une préparation d'une visite d'État en Algérie, en Allemagne, etc. Mais ça me rappelle des choses qu'on a connues, et j'en ai été aussi parfois témoin, c'est que pendant la guerre d'Algérie, l'Allemagne
de l'époque a été très active en faveur de l'indépendance de l'Algérie, un peu comme les Américains. C'est-à-dire qu'ils nous ont taillé quelques croupières. Il y a eu des histoires. Ça s'est très mal passé. Et donc là, il ne faut pas se tromper. Nos amis allemands, bref, heureusement que nous sommes en paix, ils cherchent aussi à gagner des positions commerciales et autres. Donc j'ai une confiance limitée. Ils ont joué, et tant mieux. Et l'essentiel, c'est que Boualem Sansal est libéré. Hein, il est libéré. Mais il n'en demeure pas moins que derrière, il y a une rivalité sourde contre la France de la part de la diplomatie allemande qui a commencé au moment de la guerre d'Algérie. Il faut le savoir. Hein. Et donc, il ne faut pas se tromper. Patrick Vignal. Oui, mais Jacques, on n'est pas des perdreaux de l'emmener. On sait très bien que derrière la diplomatie, il y a des enjeux de gaz, des enjeux d'énergie. Moi, ce que je me félicite, c'est que Boualem Sansal soit libéré. C'est un grand écrivain, c'est un homme de parole, c'est un homme d'engagement. Et tu sais comme moi que c'est compliqué la diplomatie. À la fois, c'est de la fermeté, à la fois, c'est avoir des alliés. Et là, on peut se féliciter qu'avec l'Allemagne, qui a joué un rôle essentiel, notre ami Boualem Sansal va retrouver sa famille et surtout la France va retrouver son honneur. Un grand écrivain. Je suis d'accord avec toi, mais comme tu dis, je vois que tu es un chasseur parce que tu parles toujours des perdreaux de l'année. Hein, il n'en demeure pas moins qu'il faut savoir que c'est pas neutre tout ça. Il y a l'aspect humanitaire. Et il y a ensuite la rivalité. Comme disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis. Oui. Le glaive est supérieur au bouclier. Moi, d'abord, je me félicite évidemment de cette libération. Sans l'intervention et la médiation allemande, Boualem Sansal serait encore en train de croupir dans ses geôles. C'est assez vraisemblable, puisque l'affaire était complètement bloquée et verrouillée entre la France et l'Algérie. Ouais. Donc, s'il y a eu une médiation allemande, elle aurait pu être américaine aussi, parce qu'à un moment, effectivement, on avait parlé d'une intervention personnelle de Trump, si ça se débloquait pas. Bon, il se trouve que c'est le président allemand qui l'a fait, très bien, tant mieux, et Boualem Sansal sera parmi nous assez rapidement. Et moi, je voudrais remercier le comité de soutien dont je fais partie, Arnaud de Benedetti et Noël Lenoir, qui ont fait un travail exceptionnel. Je pense que la diplomatie française a fait ce qu'elle pouvait jusqu'au bout. Après, on verra, l'histoire le dira. Je n'ai pas de révélation là-dessus, je n'étais pas dans le secret des dieux. Quant à l'affaire économique, il y a bien longtemps, mon cher Jacques, que la France a disparu de l'Algérie. Nous n'avons plus aucun contrat depuis des années. Je peux te dire que sur les contrats publics, nous sommes blacklistés. Nous n'avons plus aucun contrat. Il y a aujourd'hui aux États-Unis, je termine, il y a aujourd'hui en Algérie trois puissances dominantes en matière économique depuis au moins une dizaine d'années. C'est-à-dire depuis le fait que nous n'ayons pas reconnu, le Sahara occidental au Maroc, ça nous a protégés jusqu'à maintenant, et à partir du moment où on l'a reconnu, à juste titre d'ailleurs, on pourra en discuter, on est blacklisté de tous les contrats publics en Algérie. Les trois puissances économiques dominantes, c'est la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. La France n'existe plus en matière économique en Algérie. Oui. Non, je ne peux pas dire ça. C'est inexact, malheureusement, si. Et les entreprises françaises continuent de travailler. Très peu. Et je peux te dire qu'elles le font très bien. Non, très peu, Jacques. Mais non, les contrats publics, c'est une chose, je suis d'accord. Les contrats publics, c'est la majeure partie des contrats. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des liens économiques et qu'il faut bien sûr espérer que tout cela reprenne. On peut rappeler qu'il y a Christophe Glaise qui est toujours emprisonné. Le cynisme algérien de faire par petits bouts comme ça, c'est vraiment... je rappelle que ce journaliste qui travaille pour SoFoot et qui est allé voir un club de foot, la jeunesse de Kabylie, simplement pour faire un reportage, a été accusé en gros de complicité de terrorisme ou d'apologie de je sais pas quoi. C'est absolument scandaleux et on voit bien le cynisme du gouvernement algérien qui, avec sa rente mémorielle, on veut encore à la France et ressort toujours les mêmes clichés sur certains sujets. D'ailleurs, moi je suis très frappé dans ce débat de voir des amis, des relations qui sont plutôt ouverts,
qui conteste le droit à la France de remettre en cause certains accords de 68, sous prétexte que ça remettrait en cause la concorde, ou en tout cas la relation franco-algérienne. Il faut bien mettre dans la balance quelque chose quand même pour rétablir un certain équilibre. Merci. J'attendais pas ça de Jean Miard, mais merci. Mais c'est vrai qu'il faut remettre... ça va pas durer. Ça va pas durer. Non, mais il faut remettre un petit équilibre quand même. Est-ce que les relations peuvent reprendre? Est-ce qu'on peut passer... je lisais un excellent édito dans le Parisien d'aujourd'hui où il disait que la sécurité algérienne nécessite un apport un peu de puissance comme la France, puisque au sud de l'Algérie, c'est-à-dire Burkina Faso, Mali, la sécurité est plus du tout assurée, puisque vous le disiez Jean tout à l'heure, justement l'État islamique et et Daesh reprennent du poil de la bête dans ces pays, voire reprennent le pouvoir. Donc en Afrique subsaharienne, donc l'Algérie aura besoin d'appui sécuritaire, et on peut pas dire que l'opération Barkhane avait fait le job avant de se faire virer. Et donc c'est vrai qu'il y aura peut-être une sorte de retour sécuritaire de ce point de vue-là. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre dans l'édito, qui a été intéressant d'un point de vue géopolitique. Alors on va en reparler, mais est-ce qu'on peut rétablir des relations normales, je mets des guillemets à normales, avec l'Algérie? C'est difficilement pire qu'aujourd'hui, donc forcément il y aura un certain rétablissement. Et est-ce que c'est souhaitable, et à quel prix? On va en reparler dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, les relations diplomatiques vont reprendre vraisemblablement avec l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur a été invité par son homologue. Boualem Samsal, lui aussi, souhaite que ces relations reprennent. Jérôme Dubu. Oui, moi je trouve que dans les commentaires que j'ai entendus, on a fait un mauvais procès. On a voulu régler des affaires politiques, notamment vis-à-vis de Bruno Retailleau, en disant que c'est lui qui finalement avait bloqué le système. Or, je crois que l'histoire dira que ce n'est pas lui qui avait bloqué le système. Il a fait preuve de fermeté vis-à-vis du pouvoir algérien. On ne peut que le suivre sur ce sujet. On a affaire quand même à une dictature corrompue depuis des années, qui se maintient au pouvoir par la haine de la France. Une démocratie autoritaire, il faut bien le dire. Les élections sont truquées, tout le monde le sait. Le FLN, ou ce qu'il en reste, a encore le pouvoir. En tout cas, le pouvoir militaire, tant que les militaires le maintiennent au pouvoir. C'est le pouvoir militaire, là-bas. Voilà. Donc, tout ceci fait qu'on n'a pas affaire à un régime qui est comme le nôtre. Donc, c'est pas la première fois. Réagir avec des réflexes de démocratie, c'est très compliqué vis-à-vis d'une dictature. C'est toujours très compliqué. Il y a d'autres exemples, il n'y a pas que l'Algérie. Et je trouve qu'on a fait un très mauvais procès à Bruno Retailleau. Voilà. Bruno Retailleau, il a montré les muscles un peu trop tôt, à mon avis. Parce que... Alors attendez, Jacques, mais il a été, je pense qu'il a été empêché par l'Élysée. Il y a un excellent papier dans le Figaro d'hier, dans le Figaro d'hier, qui dit qu'il reste une chose importante à faire, c'est libérer l'Algérie. C'est-à-dire libérer, une dictature qui passe son temps à nous cracher au visage et qui vit grâce à ça, parce qu'ils ont tellement de problèmes économiques, ils ont tellement aujourd'hui pas de confiance de la part du peuple. Il y a la fameuse Irak, c'est une dictature, et à mon avis, tant que cette dictature sera au pouvoir à Alger, on aura toujours la même chose, c'est-à-dire la haine de la France comme un moyen de diriger l'opinion publique d'Algérie contre la France, qui serait coupable de tout. Eh bien, ça ne peut pas fonctionner, mais je suis convaincu qu'à terme, nous aurons à nouveau de bonnes relations, parce qu'on fait toujours la politique étrangère de sa géographie, et l'Algérie devra l'apprendre tôt ou tard. Oui. Pardon, à vous, Patrick Vignal. Non mais Jacques, à la fois c'est fermeté, agilité, diplomatie. Moi ça m'a pas dérangé que Bruno Retailleau sorte un peu les muscles, sauf qu'effectivement, si on sort les muscles, il faut qu'on ait la possibilité de négocier. Regardez le cas des OQTF, on a un vrai débat avec la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. On est obligé d'avoir des relations avec ces pays. Oui, une partie de ces pays ne sont pas du tout démocratiques, mais on est obligé de négocier avec eux. Donc à la fois c'est bâton et carotte. Et moi, je vois que la libération de Boualem nous permet peut-être de retrouver un semblant de relation. Mais on sait très bien qu'il ne fonctionne pas comme nous et qu'il ne pense pas comme nous. Donc, il faut jouer avec ces éléments. C'est la politique de l'otage.
Voilà. Non, Jacques, non. Mais si. C'est à la fois la fermeté et l'habilité. Non. Le journaliste Christophe Glaise, etc., et qui est maintenant là-bas, ça va recommencer de la même manière. Il faut ouvrir les yeux. Donc, comme tu le dis, il faut avoir la carotte et le bâton. Oui, mais enfin, le bâton, on l'a pas trop eu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu... non. Je veux dire, les OQTF, ils acceptent de reprendre les OQTF espagnols, mais pas les OQTF français. Bruno Retailleau nous avait fait une liste de 50 ressortissants algériens extrêmement dangereux, fichés S, que l'Algérie devait reprendre. Ils sont toujours là, dans la nature. La dangerosité de ces gens est la même. Eux, ils ne sont pas en prison, ils ne sont pas incarcérés, ils sont sur le sol français, ça n'a pas bougé. Donc il y a une mauvaise volonté évidente de la part de l'Algérie. D'ailleurs, du Maroc et de la Tunisie aussi, parce que le Maroc, lorsque le président de la République a reconnu le Sahara occidental comme une possession marocaine, il y a eu un allègement, ils ont repris un certain nombre d'OQTF. Mais depuis, c'est terminé. Je crois que le pourcentage, c'est moins de 10%. C'est 7-8% au Maroc, 6-7% en Tunisie, et l'Algérie, c'est 2-3%, c'est-à-dire rien. Donc il y a une mauvaise volonté de ces pays du Maghreb vis-à-vis de la France pour reprendre leurs ressortissants dont on ne veut plus. Oui, absolument. Contrairement au droit international. Oui, non, mais c'est marche sur la tête, quoi. Ouais, c'est un peu toute la difficulté. Gilbert, vous vouliez revenir sur le procès, pardon. Sur le procès Sarkozy. Ouais, parce que vous savez, on vient d'apprendre qu'il sera jugé en appel. Vous avez vu les dates il sera jugé au mois de mars. Au mois de mars au 3 juin dans le dossier libyen. Alors, je voudrais revenir sur des oubliés de ce procès. C'est vrai que je l'ai découvert. J'avoue modestement que j'avais un peu zappé cette affaire. C'est les victimes de l'attentat du DC-10. Vous savez, qui a explosé en 89 au-dessus du Niger. Une cinquantaine de Français quand même, sur les 170 victimes. Alors, on s'est tous concentrés sur le président, et j'avoue moi-même que j'étais un peu choqué qu'on incarcère un ancien président dont les risques de fuite ou de récidive étaient voisins de zéro. Alors, je rappelle, cet attentat a été commandité en gros par Kadhafi. C'est bien documenté aujourd'hui. Les collaborateurs ont été condamnés en 99 lors d'un procès par contumace. Alors, pour bien comprendre, ces familles avaient appris qu'un certain Abdallah Senoussi, donc agent de Kadhafi, était au cœur d'un possible pacte corruptif, puisque c'est lui qui aurait rencontré Guéant et Hortefeux. C'est lui qui avait été condamné pour l'attentat, et donc il aurait été au cœur de ce pacte corruptif qui mêlait donc Guéant, Hortefeux et donc Sarkozy. Alors, c'est pour ça qu'elles avaient décidé de se porter partie civile. Et à l'issue de ce procès, elles ont complètement été zappées, elles se sont exprimées. Ce sont des gens un peu, j'allais dire, comme vous et moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais qui n'avaient pas vocation à faire de la politique. Selon elles, l'exécution du mandat international délivré contre le terrorisme libyen était en réalité, c'était une monnaie d'échange pour ce pacte corruptif. Et les familles s'estiment donc victimes de ce pacte de corruption. Et c'est vrai que peu de monde en parle. Peu de monde en a parlé. On a beaucoup vu. Elles se disaient choquées de toutes ces caméras et ces micros qui étaient brandis pour le président Sarkozy. Alors, c'est vrai que 39 ans après, quand on les voit pleurer et plutôt tristes, dans ce deuil totalement inachevé, elles ont été assez choquées par cette communication politique dans le camp de l'ancien président. Et ce doute, j'avoue qu'il m'a troublé et je ne sais pas quoi en penser, si ce n'est que j'ai beaucoup de peine pour elle et que j'aimerais qu'elle trouve la paix maintenant après cet attentat. Oui, je ne sais pas si vous voulez réagir, Jacques. Non, mais il y a eu derrière, il ne faut pas oublier, il y avait aussi des prisonnières en Libye des infirmières qui ont été libérées. Donc c'était un jeu ô combien difficile. Et pour rien vous cacher, effectivement, l'attentat a bien été fomenté par la Libye, tout comme l'attentat en Écosse. Le Kirby. Oui. Et donc là, on avait affaire à quelqu'un. Alors il s'est calmé par la suite. Il a même été reçu à Paris dans des conditions qui sont assez stupéfiantes, mais il n'en demeure pas moins qu'on avait affaire à quelqu'un qui suit sa propre logique. On n'est pas dans les relations internationales, c'est pas bisounours. On a affaire et les démocraties sont faibles par rapport à des gens qui prennent en otage, qui font la politique de l'otage, etc., et qui sont des terroristes. L'état terroriste, ça existe.
Oui, c'est pour ça que je voulais que vous fassiez ce coup de gueule maintenant, enfin, ou ce coup de cœur pour ces familles de victimes, parce que ça parle aussi des relations diplomatiques entre la France et la Libye sur un certain nombre de dossiers, et la complexité des relations qu'il peut y avoir entre les États. Il faut les entendre, parce que c'est vrai que leur peine est immense, et puis c'est vrai qu'elles se sont un peu flouées par l'État, par la République. Et la communication autour du président Sarkozy. C'est vrai que ça a été mêlé avec l'affaire Sarkozy, donc tout ça a fait un amalgame. C'est le fond du dossier. Oui, c'est le fond du dossier dont au fond on a très peu parlé, tu as raison. Donc c'est bien de faire ce coup de cœur pour ces familles. Sur les relations entre la France et la Libye à ce moment-là, il y aurait beaucoup à dire. Ouais. Voilà. Oh oui. Oui. Vous voulez dire un mot, Patrick Vignal, pardon? Non, mais moi je pense que j'ai tout à l'heure, c'est toujours une confrontation avec des pays. Il y a des pays avec qui on peut discuter de manière démocratique. Il y a des pays qui sont pas du tout démocratiques, qui sont capables de tout, y compris de prendre en otage nos compatriotes. Donc là, c'est à la fois la fermeté. Mais vous savez, quand vous négociez avec des gens qui n'ont pas du tout de figure de foi et qui sont capables de tout, c'est assez compliqué aussi. Je crois qu'il faut le dire à vos auditeurs. Et quand je reviens sur cette idée de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ils ne veulent pas reprendre leurs délinquants ressortissants, et ça va être le débat de demain. Moi, j'espère que l'ouverture avec Boualem Sansal et notre journaliste Christophe Glaise va nous permettre à la fois d'aller dans la fermeté et à la fois avoir de la négociation avec ces pays, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des centaines de QTF qui sont des délinquants. Je parle pas, Valérie, de la personne immigration qui est venue pour bosser chez nous, qu'on soit bien d'accord. Ouais. Je parle des délinquants. Je parle de salopards qui n'ont rien à foutre sur notre territoire. Ouais. Oui, je vous recommande de regarder le documentaire sur Lockerbie. On parle des familles, c'est une série. C'est passionnant parce que les agents libyens qui avaient été condamnés avaient été emprisonnés, vous savez, en France, ils avaient été livrés et ils ont été restitués à la Libye, avec l'idée qu'on voulait restituer, mais un peu sous le manteau. Et les images du retour de ces agents libyens sur l'aéroport de Tripoli, avec la foule qui scande leur nom comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde de football, franchement, ça questionne et on se dit, la moralité là-dedans, elle est vraiment très très loin, quoi. Comme des héros, ils avaient été accueillis. Oui, mais Gilbert, ce que tu devras savoir dans cette affaire, parce que je me souviens l'avoir suivi à l'époque, c'est qu'il y a eu notamment de l'argent pour l'indemnisation et que ça a été la contrepartie. Et donc derrière, et notamment, on a été en bisbille avec les Anglais, parce que les Anglais ont été indemnisés par Kadhafi bien plus tôt que la France. Et nous, on avait bloqué ça. Et ça a été une petite crise franco-britannique, en l'occurrence, après Lockerbie. Regarde, Jean, le documentaire, tu verras les familles si elles se préoccupent de l'argent. Et quand elles... un mot. Juste un mot pour répondre à Patrick, parce que je partage son optimisme, mais je suis quand même assez réaliste. Je crains que, malheureusement, les trois régimes précités ne bougent pas. Voilà. Ouais. On se retrouve dans un instant. Emmanuel Macron qui, à Toulouse, avant-hier, a dit qu'il n'excluait pas de quitter X, le rapport du président de la République et des réseaux sociaux. Vaste débat. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, alors encore une fois un paradoxe, en même temps du président de la République, en même temps il fustige les réseaux sociaux, en même temps il s'en sert, il publie énormément sur X, et il était donc à Toulouse lors d'un grand débat, c'était avant-hier, et à une question qui lui était posée, il répondait, écoutez. Je n'exclus pas ce que vous m'avez invité à faire, qui est de sortir de ces réseaux. Je pense que, en tout cas, ça ne peut avoir de sens que dans un processus d'ensemble. Donc je ne l'exclus pas aujourd'hui, ce n'est pas ce que je ferai demain matin, et je ne vais pas vous faire une annonce aujourd'hui. Je pense que la priorité, c'est d'abord de mener la bataille en interne pour moi et d'essayer d'obtenir ces éléments de régulation et de visibilité. C'est dans le cadre de cette bataille qu'il faudra voir si en effet on va jusque-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez-moi, et que je n'exclus pas du tout. Voilà, donc il y réfléchit, veut réguler les réseaux. Visiblement, c'est quand même ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire parce que c'est difficilement compréhensible. Même les paroles qui sont prononcées sont compréhensibles. Voilà. Et deuxièmement, il noie le poisson, évidemment. Il n'a pas du tout envie de quitter X.
Moi, je dirais simplement que sur X, ça fait des années qu'il y a un certain nombre de gens qui demandent la levée de l'anonymisation de X et de Facebook. Je suis désolé, on ne peut pas continuer matin, midi et soir à se faire insulter par des anonymes. Et il y a quelque chose, moi, qui m'échappe. Il y a une relation humaine là qui a été détruite. C'est absolument inadmissible. Et la première chose à faire sur ces réseaux, c'est de lever l'anonymisation. Enfin, que les gens aient le courage de leurs actes et de leurs paroles. Quand vous insultez quelqu'un, vous apparaissez à visage ouvert. Vous ne vous protégez pas derrière un pseudo. Sauf qu'il vous a pas échappé qu'on n'avait absolument pas la main. Rien fait. Mais surtout, on n'a pas la main. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Jacques Miard. Oui, c'est très simple. Je connais bien, par exemple, vous savez, les gens qui vont sur des sites illégaux pour parier. C'est la même chose. C'est-à-dire que vouloir cesser l'anonymisation des réseaux, certes, ça vaudra peut-être pour une règle française qui sera inopérante, car X, c'est international, c'est sur la toile, et ça peut passer par ailleurs. Donc c'est illusoire, sauf si on a un accord mondial pour imposer ça. On n'y arrivera pas. Donc, c'est une nouvelle fois de la part d'Emmanuel Macron, je dirais, une promesse totalement illusoire, et les promesses ne valent que pour ceux qui les reçoivent. C'est aussi simple que ça. Alors, Patrick Vignal. Excuse-moi, c'est quand même désolant, on est tous pareils, les politiques, Jacques. En fait, on honnie les réseaux sociaux, mais les trucs contents d'y être, et quand on est acclamé par nos militants qui disent « tu es le plus fort, tu es le meilleur », on est ravis de voir le nombre de followers et le nombre de cœurs qu'on a reçus. Mais plus généralement, moi aussi, je suis inquiet. Vous vous rendez compte que nos gamins, entre l'âge de 6 et 17 ans, passent 5 heures par jour sur les écrans, et Jean le disait, on est en train de déshumaniser la société, on est en train de faire en sorte que la vérité sorte des réseaux sociaux. J'y rajoute l'intelligence artificielle qui est capable de donner autre chose que ce que vous avez vu et pensé, Valérie, et ça met en jeu le travail du journaliste qui doit vérifier ses sources. Donc, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose d'assez intéressant parce que on a la vue sur le monde, mais à la fois, il y a une lâcheté extraordinaire. Chaque fois que nous on part au débat dans des télés ou sur votre radio, on se fait incendier, et d'ailleurs, des fois, insulter pour des choses anodines en plus. Souvent par nos amis, et c'est vrai que je vois pas la possibilité de le réguler, parce que si nous, les Français, on décide qu'on désanonyme, on aura les trolls de la Russie, on aura les trolls de Trump, donc j'avoue que c'est le vrai débat des années à venir. Comment réguler? Mais d'abord, les Chinois, ils se posent pas la question. TikTok est interdit aux ados, TikTok est régulé sur les contenus. Donc là, on peut avoir la main. Et puis, vous savez, Trump, il nous déteste parce qu'on va taxer les GAFA. Vous savez, il dit qu'on surtaxe. Ils nous ont siphonné tout le marché publicitaire, ils nous ont siphonné toute notre manne publicitaire. Donc de ce point de vue-là, c'est pas choquant. Mais ce qui m'a embêté je suis assez d'accord avec le président. Il faut réguler, mais c'est comme disait Fabius, bonne question, mauvaise réponse. C'est-à-dire la question, elle est fondamentale. Il faut réguler ces réseaux sociaux parce que au-delà de l'anonymisation, vous pouvez regarder des choses abominables sur X. C'est mes enfants qui l'ont dit. J'avoue que je savais même pas. Des meurtres, des cartels, des exécutions, des choses comme ça. Tout passe. Tout passe. Au-delà de ça, la radicalisation des jeunes. Il y avait un dossier dans Le Parisien il n'y a pas très longtemps sur TikTok. Vous avez des jeunes imams, des jeunes imams qui même des jeunes, pas forcément imams, qui des filles, des femmes aussi. Ça fait des années qu'on dit qu'on va réguler. En fait, on ne fait rien. Donc, si on continue à dire on ne fait rien parce qu'on ne peut pas, je suis un peu surpris par le défaitisme de Jacques. Il ne m'a pas du tout habitué à ça. D'habitude, il est beaucoup plus volontariste. Donc, voilà, je suis un peu déçu. Tu sais, je vais te dire, dans mon bouquin, il y a quelque chose que je combats, ce sont les illusions. Et les idéologies, eh bien, tu es complètement dedans. Pas du tout. Il faut faire quelque chose dans l'idéologie, au contraire. Non. Tu ignores totalement comment fonctionne la toile. Mais pas du tout. La toile est internationale. Alors, je reviens sur les Chinois, parce que ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont créé un Internet qui est totalement bouclé.
C'est-à-dire que normalement, ils sont capables d'isoler la Chine du reste du monde. Et c'est ce que nous voulons, ça m'étonnerait. Et donc, on n'y arriverait pas. Donc, pour ça, j'avais posé une question, je me souviens, et je m'étais fait traiter d'idiot, qu'il fallait nationaliser Internet. C'est-à-dire que si, au minimum, au niveau européen, on n'a pas la possibilité d'isoler Internet et de combattre cette machine de guerre américaine de l'ICANN, eh bien, nous n'y arriverons pas. C'est ça la réalité. Et quand tu dis faut rien faire et c'est du défaitisme, non, c'est du réalisme. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont en face. Ce que tu ne fais pas, mon cher Jérôme. Je le fais depuis des années, bien avant toi, mon cher Jacques. Bien avant toi. Bien avant toi, oui. Moi, je regarde la réalité en face. Non, mais sur les serveurs digitales, c'est la serveur de souveraineté. Le cloud souverain, c'est un sujet. Parce que je vous rappelle que nos datas sont quand même partagées avec les Américains aujourd'hui, entre AWS et Microsoft. C'est une honte. Donc, oui, mais quand on a défendu un cloud souverain avec, comment il s'appelle, notre opérateur français, OVH, les Américains sont tous tombés dessus en disant c'est pas bien, techniquement c'est pas bien, gna gna gna. Donc il faut essayer de pousser nos leaders français, comme Mistralia face à ChatGPT. C'est ça qu'il faut faire. C'est la souveraineté, elle passera par là avec des acteurs majeurs qui ont des capacités d'innovation et technologie qui sont supérieures aux Américains ou aux Chinois. Le cloud, c'est donner toutes les informations de nos entreprises à la CIA et à la concurrence américaine. Oui, mais ça je viens de le dire. Je pense que le gouvernement a osé dire il faut un cloud de confiance avec les Américains, autant faire confiance au diable. Oui, mais là, pour le cloud, j'ai suivi un peu le dossier. Il y a quand même d'abord cette New Cloud qui est la labellisation, et puis il y a une volonté d'avoir un cloud propre à l'Europe avec des tentatives d'opérateurs c'est pas européens. De mal à veille, hein. Pardon? C'est pas de mal à veille parce que non, mais alors si tu laisses tomber maintenant, on est foutu. Il faut surtout pas lâcher la main sur la techno, puisque c'est quand même le levier de croissance et l'économie qui va driver l'économie bientôt. On en reparlera en mai 2027 quand Macron aura quitté non pas X mais l'Élysée. Mais il n'était pas obligé de dire j'y pense. Enfin, il pouvait botter en touche, dire écoutez pour l'instant. Mais tout ce qu'on dit n'est pas forcément intelligent, Jacques, tu le sais bien. Oui, mais ça, je veux dire, c'est même un pléonasme. Bah oui. Voilà. Rappelez-vous, pourquoi les tu amis, réagis tous les politiques qui ont dit je vais quitter X, 3 jours après ils reprenaient X. On en a besoin. Non, j'ai un exemple. Faux cul, on a besoin. Lescure a quitté. J'ai un exemple de femme politique qui n'est pas revenue sur X. Qui Anne Hidalgo. Je crois qu'elle elle s'appelle Sandrine le prénom. Non, elle s'appelle Anne. Oui, Anne Hidalgo. Mais j'ai fait la liste, j'ai fait l'effort. Quand vous m'avez donné les thèmes, j'ai dit qui a quitté X. Alors beaucoup d'Américains. Et il y avait Roland Lescure, Anne Hidalgo, Sandrine Rousseau, beaucoup d'élus de gauche. Mais Sandrine Rousseau, elle est revenue, non? Non. Mais oui, tous. En tout cas, il apparaît dans la liste des gens qui ont quitté X, j'ai pas vérifié. Pas Hidalgo, non. Pas Hidalgo. Non. Allez-y avec votre coup de gueule juste avant le journal, Patrick. Alors écoutez, moi c'est que, vous savez, je suis parisien depuis quelques temps, je vais faire les courses avec mon caddie au supermarché d'en bas et je ferme sans prendre mes clés, je me retrouve, je suis tout nu dehors avec mon caddie, j'appelle les urgences et le serrurier me dit je vais venir dans l'heure, le déplacement c'est 39 € plus intervention, pour m'ouvrir avec une feuille de radio ma porte, je précise qu'elle n'était pas fermée, il m'a pris 471 €. Franchement Valérie, vous rappelez cette vidéo qui avait tourné sur les réseaux sociaux où le gars avait demandé 800 €. Franchement, j'aime les artisans, j'ai besoin d'eux, mais là, j'ai vraiment eu l'impression d'être le dindon de la farce. Et vous n'avez pas essayé de négocier ? J'ai signé le devis, sinon il ne m'ouvrait pas la porte, et comme je voulais dormir tranquillement, voilà. Et donc, c'est vrai que franchement, là, mais c'est vrai que c'est une. Tu n'as pas été arrêté pour exhibitionnisme, réjouis-toi. Oui, j'ai failli. Oui, mais réjouis-toi. Non, mais c'est une. J'aurais coûté cher. Dormir chez Jacques Vignard, mais bon, je ne sais pas s'il m'aurait hébergé. Ça t'aurait coûté plus de 400 € l'exhibitionnisme, fais gaffe. Mais c'est vrai, Jacques Vignard, vous devez y être confronté, vous aussi. Et en plus, avec je le dis à nos auditeurs, ces feuilles, ces petites fiches cartonnées qui sont déposées dans les boîtes aux lettres, qui vous donnent les numéros des pompiers, des urgences et des serruriers qui sont évidemment, dans la plupart des cas, des arnaques. C'est vrai qu'on arrive, on peut ouvrir une porte avec une feuille de radio, et je l'ai vu faire. Alors maintenant, il faut l'apprendre, il faut que tu en gardes une dans la poche. Voilà, c'est ça. Pour tout te dire, j'en ai une dans mon sac maintenant. Et je vais m'installer serrurier, ça paye mieux que député.
Et achète-toi des vêtements. Il y a longtemps qu'on le sait. On se retrouve dans un instant. Elle les emmerde en moins. On se retrouve dans un instant. On va parler du budget de la sécurité sociale avec cette interview de Jean-Pierre Farandou. Le compte n'y est pas. Il est inquiet du déficit et il maintient l'arrêt de la prime de Noël pour les gens au RSA sans enfants. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous dans le studio Sud Radio pour ce 10h midi avec Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation, journaliste au journal L'Hémicycle, yes. Jérôme Dubu, vice-président de France Israël, Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Et votre livre à paraître incessamment sous peu, cher Jacques Miard, c'est Quand la France se déchaînera. On attend qu'elle se déchaîne. Très belle couverture avec une Marianne, les poings levés sur un fond bleu. Voilà. Et nous avons également Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci d'être avec nous ce matin. Le ministre du Travail trouve que nous ne faisons pas assez d'économies. Et est-ce qu'on est effectivement un pays qui n'arrive pas à faire d'économies? Ce matin, dans le Parisien, l'interview de Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, qui revient quand on lui pose la question sur la prime de Noël qui va donc être supprimée pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui sont au RSA. Et il répond, trouvez-moi une rentrée d'argent qui correspondent à cela. Ça représente combien? Vous avez le chiffre? Alors oui, 152 à 440 euros selon la composition du foyer. Oui, sauf que là c'est pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Économie, on n'y arrive pas. D'abord, ce budget, il paraît, deux remarques, mais je pense que tout le monde dira la même chose. Monsieur Farandou est mal placé pour nous donner des leçons d'économie, dans la mesure où à la SNCF, il a laissé filer un certain nombre d'avantages, notamment sur les retraites. Oui, mais le bilan financier était plutôt bon mais pour Farandou. Il a quand même laissé filer là-dessus pour avoir la paix sociale. Bon, premier point. Alors peut-être qu'il a changé d'avis en un mois, j'en sais rien, mais deuxièmement, on n'a pas de majorité pour faire des économies. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour compter les dépenses et les recettes. On n'a pas de majorité pour avoir une possibilité d'économie en ce moment, ni sur la Sécu, ni sur le budget général. Donc, ne nous attendons pas à avoir des économies à la fin de la discussion. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ouais. C'est très grave. Hein. Alors, Patrick Vignal. Oui, vraiment, ce qui est dit est juste. Il y a deux niveaux. On n'a pas de majorité pour des économies. Et je vous rappelle que dans quelques temps, il y a des élections présidentielles. Et donc, personne ne veut se mettre à dos les retraités. Personne ne veut se mettre à dos le monde de l'entreprise. Personne ne veut se mettre à dos. Donc, ça veut dire que, malheureusement, jusqu'en 2027, on ne réglera pas les vrais problèmes. Et j'ai un exemple, c'est la retraite. Jusqu'à temps, on va continuer, ça nous coûte quasiment 490 milliards. La natalité est en baisse. Aujourd'hui, c'est un actif avec 1,5 pour financer nos retraites. Mais je vais être un peu dur avec la classe politique et j'en ai fait partie. Il y a aussi un peu de lâcheté. Aujourd'hui, dire du sang et des larmes, vous n'êtes pas élu, Valérie. Et donc, moi, je pense que, et je le souhaite et je l'espère, qu'on aura des candidats qui, pour 2027, vont régler ces problèmes. Mais le vrai débat, c'est changer le système. À la fois, on attend tout de l'État, à la fois, on ne sait pas décentraliser. Et Jacques, je ne sais pas s'il me confirmera, mais quand même, aujourd'hui, tout ce millefeuille administratif de collectivité, c'est 7 milliards de dépenses et 54 000 emplois redondants. Donc, il faut changer le système. Qui aura le courage? Je ne sais pas aujourd'hui. Il y a des économies fabuleuses à faire. Ça, c'est tout à fait exact. Et notamment dans le 10 000 feuilles territoriales. 10 000 feuilles territoriales. Quand vous songez que les régions emploient et utilisent et ont ouvert de véritables ambassades à Bruxelles, c'est sidérant. Racontez un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les régions de France et de Navarre, les 13 régions, ont des bureaux à Bruxelles qui sont là. Et donc, en réalité, il est clair qu'aujourd'hui, vous savez, je dis justement dans mon bouquin que, par exemple, l'Église catholique, apostolique et romaine, elle est gérée par 3 niveaux. Le curé, le diocèse et le Vatican. Eh bien, nous, on devrait prendre
je dirais, langue avec cette structure, parce que nous avons les communes, les intercos, les métropoles, les départements, les régions, l'État et Bruxelles encore comme là dessus. Donc il y a des normes et il y a une multitude d'agences. Eh bien, je suis désolé, ces agences, il faut les réduire. Donc, il y a des économies à faire et je peux vous dire que ce sera quelque chose qui peut se faire, mais il faut avoir le courage de le faire. Alors, moi, je pense que rien ne se passera maintenant. C'est au moment de l'élection présidentielle qu'il va falloir poser les problèmes et avoir un chef qui soit un chef. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va être très difficile et on va dans le mur. Moi, ce qui me choque un peu, c'est de voir la schizophrénie des Français. C'est-à-dire qu'à titre personnel, vous avez vu que le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé en France. Ça veut dire qu'on a un comportement assez protecteur, assez précautionneux, c'est-à-dire qu'à titre personnel, et quand il s'agit de discuter du budget de l'État, la dépense, elle est nos limites, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. On a passé en revue, quand je suis venu ici, quelques économies de ci, de là qui devaient être faites, mais il faut être assez radical dans cette situation. Quand vous partez en vacances, quand vous avez de l'argent, vous allez en Grèce ou dans un club. Quand vous n'avez pas d'argent, vous allez à côté dans un camping. En fait, c'est comme ça que ça se fait. Et je suis quand même étonné de voir que de 24 à 17 milliards, l'économie est de 8 milliards. C'est quand même très important. On parle pas c'est pas un jeu, quoi. C'est pas une sorte c'est pas le Saint-Esprit qui va régler le problème du déficit. Donc je suis étonné qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et aujourd'hui encore, cette impasse me sidère. Écoute. On a dit, les journalistes l'ont dit, un certain nombre d'hommes politiques, femmes politiques l'ont dit, formidable, on va libérer la parole parlementaire. Formidable, hein. Non, génial, hein, on va libérer la parole parlementaire, il y aura plus de 49.3, on va faire en sorte que le débat aille jusqu'au bout, qu'on arrive à voter les deux textes, que les parlementaires passent leurs amendements, qu'on discute, on voit ce que ça donne. C'est la chienlit absolue. C'est la chienlit absolue. Et Le Cornu a fait une erreur monumentale, alors il pouvait peut-être pas faire autrement, quand il a annoncé qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Là, tout le monde se déchaîne. Tout le monde pose des amendements d'augmentation des dépenses, d'augmentation des taxes. Enfin, c'est la chienlit absolue. Là, De Gaulle avait parfaitement raison. C'est la chienlit parlementaire. Voilà. Même sous la 4e République, c'était pas comme ça. Alors, Patrick Vignal. Valérie, avant de vous quitter, partir d'un bon midi, je vais vous envoyer un magnifique soleil pour réchauffer les cœurs. Effectivement, il a raison, le 49.3 était un outil qui était indispensable pour la seule raison, c'est que quand on se mettait pas d'accord avec Jacques, parce qu'à la buvette, on pouvait, parce que vous avez vu qu'on nous fait même la buvette, on pouvait échanger de manière humaine et on pouvait se dire, écoute, le 49.3 va nous sauver. Donc là, en fait, on a amené une société où on ne forme plus des citoyens, on a des clients. C'est-à-dire que chaque parti a ses clients, et donc quand vous avez des clients, vous faites des réductions, vous faites des bonifications, et on en est là aujourd'hui. La classe politique, une grande partie, a des clients à satisfaire. On ne produit pas du commun pour une société différente. Et je vous envoie du soleil du midi. Bon voyage, bon retour en train, on espère que votre train sera à l'heure, qu'il n'y aura pas de vol. On va continuer. Et habille-toi surtout en sortant. Ça sera pour Faroujou s'il n'est pas à l'heure alors. On va continuer. Jacques. Oui, je voudrais rajouter une chose. Il n'y a rien de nouveau. Cicéron avait coutume de dire les sénateurs sont des hommes sages et l'Assemblée, le Sénat est une sale bête. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a il y a une sorte d'émulation aujourd'hui qui fait qu'on n'arrivera pas à avoir un accord d'économie à l'Assemblée. C'est impossible. Donc il y a un moment, il va falloir reposer le problème. Et c'est pas avec une dissolution qu'on va y arriver, parce qu'on risque d'avoir la même Assemblée que celle qui est sortie. Mais non, mais la solution, la solution politique, en tout cas, on la connaît, c'est la démission du président de la République. Bien sûr. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et puis comprendre où on peut faire des économies, parce qu'il y a quand même des économies à faire. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors avant de passer à votre coup de gueule, ou coup de cœur, ou coup de projecteur, Jérôme, une question, j'en profite puisque Jacques Miard est là. Ce matin, il y a un article dans le Parisien sur l'AFD, l'aide française au développement. Est-ce qu'on a encore le moyen d'aider c'est une structure, oui, c'est ça, qui est là pour aider les projets dans les pays les plus vulnérables, dont la Chine, effectivement, qui ne me semble pas être un pays vulnérable. 7 milliards. Donc, on se demande, est-ce que la France a encore les moyens de ses ambitions? Vous devez connaître ce qu'est l'AFD, évidemment, l'aide française au développement. Jacques? Oui, c'est très simple. C'est que, faut pas faire de l'amalgame. En réalité, la Caisse, elle aide des entreprises françaises qui font des affaires en Chine. D'accord. Donc, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Il ne s'agit pas de l'aide publique au développement qui est donnée à des États, parfois, comme ça a été le cas dans le passé, pour payer leurs fonctionnaires, qui n'arrivaient pas à payer. Donc, en l'occurrence, il faut regarder cas par cas à quoi sert cet argent, et en règle générale, cette aide publique au développement est en soutien des exportations ou des investissements des sociétés françaises dans les pays considérés. Donc il faut faire attention à ça. C'est une autre question que celle, par exemple, de la contribution française à l'Union européenne. Quand vous songez aujourd'hui que y compris l'Allemagne reçoit un ticket modérateur et sa contribution est rabattue. Elle a obtenu ça dans le passé. C'était la fameuse phrase de Thatcher, I want my money back. Et donc là, il y a un problème. Parce que ça, c'est un peu fort de café que l'Allemagne puisse bénéficier d'une ristourne à ses contributions budgétaires à l'Union européenne. Non, mais voilà, pourquoi... Non, c'est vrai que c'est 80% des 7 milliards qui sont des prêts rémunérés, qui génèrent, c'est vrai, là je rejoins ce que dit Jacques, c'est vrai que ça soutient, mais cette aide au développement permet de générer par ricochet des contrats pour les entreprises. Bon, ça reste qu'il y a comme disait Jacques, il faut beaucoup mieux cibler pour être précis, et c'est vrai que les États-Unis, quand ils ont cessé d'aider les pays sur le reste du globe, ça pose de vraies problématiques de développement, voire de salubrité publique dans certains pays. Donc il faut gérer ça avec parcimonie, mais l'aide au développement en Algérie, ça pose question. C'est bien là ce que dit aujourd'hui. Jacques, c'est qu'il faut être beaucoup plus précis. Ah oui. Il faut être beaucoup plus précis. Non mais voilà, si on cherche, alors on cherche des économies, on peut gagner 1 milliard. Sur 7 milliards, on peut peut-être gagner 1 milliard. Ouais. Alors votre coup de gueule. Oui, mon Jérôme. coup de gueule, c'est pour la BBC. Oui. Bon, avec l'affaire Trump dont on a parlé, alors pas tellement en France, mais dans les pays anglo-saxons, ça fait beaucoup de bruit, parce que la BBC était jusqu'à maintenant un modèle d'objectivité, il faut bien le reconnaître. On regardait tous la BBC pour apprendre l'anglais. C'était plutôt une référence, effectivement, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme, parce qu'on parlait un anglais extrêmement châtié. Bon, ça n'est plus le cas sur le fond, sur la forme, je ne sais pas. Mais l'affaire Trump révèle effectivement que la subjectivité des médias est terrible, y compris à la BBC. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, en octobre 2024, c'est-à-dire en pleine élection présidentielle, avant le scrutin présidentiel aux États-Unis, la BBC a dévoilé et a diffusé un reportage qui a été manipulé sur des déclarations de Trump qu'il avait faites en 2021, au moment où il a été battu, il a dû quitter la Maison-Blanche, et avec l'affaire du Capitole. Il y a des phrases qui ont été recoupées et Trump semblait dire dans ce reportage que il appelait tous ses partisans à aller au Capitole pour l'envahir. En réalité, on a repris... alors c'est un journaliste de la BBC lui-même qui a repris les déclarations et effectivement, il s'est aperçu que tout ça avait été trompé, coupé, collé pour faire en sorte qu'on mette en accusation Trump. Bon. Donc, ça a entraîné quand même la démission du directeur général de la BBC, la démission de la directrice de BBC News. Donc, ça fait beaucoup de bruit en Angleterre. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu des erreurs aussi sur... ça, c'est la grosse erreur. Oui, mais sur Gaza aussi, où il y a eu une sur propagande Gaza, etc. Ça, c'est la grosse erreur qui a été prouvée et qui éclate actuellement. En réalité, Trump disait je vous donne rendez-vous au Capitole pour soutenir nos représentants et nos sénateurs, ce qui n'avait rien à voir avec un envahissement. Et précisé de manière pacifique à moi. Donc tout ça a été manipulé en réalité pour l'unir. Bon, bien sûr, on voit bien sûr l'objectif.
administratif au moment, juste avant le scrutin. Donc tout ceci est grave. Alors Trump a demandé évidemment des explications. Il y a des excuses qui ont été faites par le président de la BBC hier soir, je crois. Mais visiblement, il ne veut pas s'en arrêter là et il demande 1 milliard de dédommagements. Parce que c'est toujours des deals, bien évidemment, avec lui. Donc il y a la menace d'1 milliard de dédommagements. Je ne sais pas si on en ira jusqu'à là. Mais enfin, voilà comment on manipule l'information qui est quand même une information publique, puisque la BBC est une chaîne publique. Donc grosse manipulation et voilà, donc faisons attention à ce qu'on regarde, c'est très compliqué d'avoir la vérité. C'est la même chose sur les chaînes publiques françaises où il y a des manipulations constantes. Je ne donnerai pas d'exemple parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourra en débattre. Ouais. Donc voilà, même la BBC est touchée par ça. Ouais. Jacques Méhard, vous aviez suivi cette affaire? Je suis alors 1000 fois d'accord avec Jérôme, mais je voudrais dire que même moi, un jour, j'ai quitté une émission de la BBC qui était dans le musée de la colonisation parce que c'était une manipulation totale. Donc j'ai claqué la porte et j'ai quitté parce que ce qu'il voulait dire, c'est que même les Arméniens en France étaient, paraît-il, discriminés. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu fort de café. Et j'ai vu aussi la BBC comme, je dirais, chaîne objective, c'est du pipeau. Il faut le savoir. J'ai vu, par exemple, un reportage sur l'Égypte au moment de l'ouverture agrandie du canal de Suez, qui avait été, vous le savez, financé notamment par des Français. Et il y avait eu la visite de Hollande qui était en Égypte. La BBC fait un reportage, elle n'a jamais parlé de la visite de Hollande. Tout ça est passé à la trappe. Donc c'était véritablement, et il n'y en avait que pour la gloire des anglo-saxons. Donc la BBC, elle est pratiquement au niveau, je dirais, du summum des manipulations. Oui. Donc il faut le savoir. Et la BBC qu'on a connue dont nos pères nous parlent pendant la guerre parce que c'était la voix de la liberté, eh bien, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Oui. D'un autre côté, glorifier Hollande, c'est quand même compliqué. Hein. J'entends bien, mais il était là. Il était là. Les faits, ce que disait, tu sais, je dirais le Times, les faits, rien que les faits et rien d'autre. Je rappelle qu'il y a toujours eu des problèmes. Je rappelle que Fox News avait publié des images de Paris under attack avec des feux dans tout Paris. On avait dit de quoi il parle. Paris burning. Ouais. Donc il y a toujours un peu, faut balayer toujours devant sa porte et comment Fox News l'avait fait. Ça va être, Fox News, c'est quand même pas France Info, hein? Non, pas exactement. Non, mais Fox News, ils affichent la couleur. On sait où on va. C'est assez clair. Allez, merci à vous, merci à tous les quatre d'avoir été là ce matin. Nous, on se retrouve au Laker, puis on attend votre livre avec impatience, Jacques. Hein, mais ma chère Valérie, il vous sera même dédicacé. Je l'espère bien, pour ajouter à ma collection. Je vous retrouve dans un instant avec Patrick Sébastien pour son livre qui est très intéressant et pour découvrir une personnalité... Futur candidat ? Non, il a dit qu'il ne serait pas candidat, mais il a lancé un mouvement, Ça suffit, où il recueille des témoignages, il va nous l'expliquer, puis c'est un personnage beaucoup plus complexe, qu'on réduit souvent à tourner les serviettes. Très intelligent. Voilà, il sera avec nous dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite.